Bonjour à tous. Alors, est-ce que dans la vision, on peut nous faire un petit signe comme quoi on nous entend bien? Merci, c'est top, impeccable. Merci pour la réactivité, merci pour les caméras à tous, c'est agréable de vous voir, même si vous n'êtes pas là. Eh bien, écoutez, on est très heureux de vous accueillir. Donc, moi, je me présente, je suis Virginie Raton, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis associée du cabinet. Et du coup, on porte le projet de facture électronique avec Tania qui est là au pilote de l'ordi aujourd'hui, Clara Bouteille qui sera à la présentation pour vous accompagner dans cette réforme de la facture électronique. L'idée est d'accompagner, on a du coup fait des réunions qui étaient par secteur d'activité, donc aujourd'hui on est sur artisanat, commerce et agriculture, pour essayer de fédérer un petit peu les mêmes questions, en tout cas des questions qui, si certaines questions sont posées par les uns, vont intéresser les autres, même si on ne s'était pas encore posé la question. Donc l'idée est de vous présenter cette réforme de la facture électronique, de vous présenter un petit peu l'outil qu'on a choisi pour gérer cette facture électronique, vous expliquer comment ça va pouvoir se passer dans les semaines et puis les années à venir, quoi, parce qu'on va compter un petit peu en années, et de on va dire de vous expliquer un peu les enjeux. Il y a toute une première partie qui va être sur le fonctionnement, les dates d'échéance, vous donner un petit peu de vocabulaire parce que il n'y a pas trop d'acronymes, mais un petit peu quand même, d'accord, de réexpliquer, que vous puissiez poser vos questions. Alors ce qu'on va se faire, on va se faire une petite, ceux qui sont en présentiel, on va vous ouvrir les questions tout au long de la réunion parce que c'est plutôt facile à gérer. Et puis pour ceux qui seront en visio, n'hésitez pas à garder vos questions pour les poser en fin de visio. Il y aura un temps qui sera dédié pour ces questions. Je vais laisser la parole à Clara Bouteille qui va pouvoir vous présenter cette première partie de réforme. Alors, comme Virginie vous l'a dit, je vois déjà le calendrier et les échéances, en quoi consiste la réforme, les impacts sur vos métiers, et puis après la facture électronique, comment elle va être gérée et gérée. Donc, au 1er septembre 2026, vous êtes concerné par la réception des factures. Et ensuite, au 1er septembre 2027, ça sera l'émission des factures. Donc, pour information, les pénalités pour manquement de dépôt de facture électronique, c'est 50 € par facture non déposée. Et pour non-adhésion à la plateforme à créer, c'est 500 € d'amende, puis 1 000 € tous les 3 mois si on n'a pas adhéré. On commence par ce qui fait peur. Ouais. C'est important, c'est la pédagogie par la terreur. Hein, donc on a décidé de faire comme ça maintenant. Voilà. Non, on n'est plus du tout dans l'éducation positive. Non, c'est juste de dire que l'État a vraiment légiféré là-dessus. C'est-à-dire que vu qu'ils veulent que ce soit une obligation qui soit suivie et une réforme, il fallait légiférer. Donc en tout cas, c'est légiféré. Clara vient de vous expliquer, c'est pas anodin, c'est pas, on peut pas juste dire moi la facture électronique c'est bon, je ne veux pas en entendre parler, c'est juste qu'on sait que les premiers temps, on va se dire jusqu'au 31 décembre, allez, ils ne seront pas en mesure de faire, c'est pas qu'ils ne veulent pas, mais à mon avis, ils n'auront pas forcément assez d'outils pour pénaliser, mais qu'après, il y a quand même une réelle volonté de pénaliser les personnes qui ne se plieraient pas à cette obligation. Donc, j'ai envie de dire, les pénalités qui sont appliquées, elles sont quand même assez fortes. Hein, elles sont assez fortes. Et réception, émission. Réception, c'est lorsque je reçois une facture fournisseur, d'accord? C'est une facture que l'on m'envoie. Et réception, c'est lorsque j'émets des factures à mes clients. Voilà, juste pour recadrer ça. Donc les objectifs principaux, c'est pour lutter contre la fraude à la TVA en renforçant la traçabilité des opérations, fluidifier les flux entre les sociétés, simplifier les obligations déclaratives de TVA et obtenir une meilleure connaissance de l'activité des entreprises en temps réel. Donc, qu'est-ce qu'une adresse de facturation électronique? Pour ça, vos fournisseurs ont dû commencer à vous poser la question. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, le plus répandu, ce sera le SIREN pour les entreprises qui disposent d'un seul circuit de transmission des factures. Il peut y avoir le SIRET pour les entreprises qui ont plusieurs magasins et qui veulent gérer les achats par magasin. Et ensuite, il y aura le SIREN avec un suffixe, donc qui est un mot ou une suite de caractères de votre choix, qui sera utile pour les structures qui utilisent 2 ERP ou pour des activités distinctes.
Qu'est-ce qu'une facture électronique? Une facture électronique, dans la plupart des cas, vous allez entendre parler de facture X. Donc ça correspond à la combinaison entre un format PDF et un format XML. Les factures que vous recevez par mail en PDF ne sont pas des factures électroniques. Et il peut exister d'autres types de formats qui seront UBL et C2I principalement. La facture électronique, elle est déjà utilisée beaucoup dans le circuit de grande distribution, par exemple. Vous avez des transmissions EDI qui existent depuis 25 ans. D'accord ? Donc il y a déjà des gens qui étaient dans des formats UBL et C2I qui sont des formats plus anciens, qui sont des formats beaucoup plus structurés et qui s'échangent, voilà, donc ils les ont conservés. Mais ce que disent les plateformes, c'est qu'il y a 95%, 98%, on sera sur de la facture X. Donc ce petit combo, parce que c'est hyper facile à faire technologiquement, une facture PDF, du coup, qui est rematérialisée comme on a l'habitude de l'avoir, et un petit fichier XML qui est un fichier Excel structuré où l'État a dit, sur la première ligne, vous mettez le SIRET de l'émetteur, sur la deuxième ligne, vous mettez le hors-taxe, sur la troisième ligne, vous mettez la TVA, sur la quatrième ligne, le TTC, sur la cinquième ligne, est-ce que c'est du bien ou du service? Ils ont structuré ça. Donc, et ça, au niveau techno, tous les logiciels peuvent le faire. C'est très facile. Vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir des mises en place informatiques trop compliquées. Donc, qu'est-ce qu'une PA? Plateforme agréée. Donc, c'est l'intermédiaire qui est agréé par l'État pour l'échange des factures électroniques. Il va garantir la conformité avec la réforme de la facture électronique. Donc, il est connecté à l'annuaire public qui permet d'identifier automatiquement le destinataire d'une facture électronique et d'assurer son cheminement vers la bonne plateforme. Donc, normalement, la plupart de nos clients, vous avez signé le mandat sur PennyLane, mais si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez voir avec votre collaborateur qui suit votre dossier. Attention au risque de fraude. Il faudra bien vérifier vos factures quand elles vont arriver, le nom, le sirène, le RIB, parce que ça va engendrer des risques de fraude à ce niveau-là. Un nom avec une lettre, un RIB avec le données différentes. Je vais faire mon petit schéma juste pour vous, que vous puissiez bien visualiser. Vous avez... On a parlé d'un annuaire. L'annuaire, c'est le seul élément qui a été géré par l'État. Donc, dans cet annuaire, on centralise tous les sirènes qui sont dans l'obligation de la réforme de la facture électronique. Donc, ils ont listé tous les sirènes comme ça. Et dedans, chaque PA, il va y avoir plein de PA. Donc, PA, plateforme agréée, plein de PA. Donc, il y a la PA de PennyLane, parce que celle-ci, on va vous en parler. Il y a la PA du LCL. Il y a la PA du CIC. Si vous n'avez pas allumé la radio, vous entendrez la PA du CIC. Ils font une pub radio énorme. Ils ont toutes les banques d'ailleurs. Il y a la PA du Crédit Agricole, qui s'appelle Collecto. Toutes les banques auront cette fonctionnalité de PA. Et après, vous avez la PA d'un éditeur de Odoo, par exemple. Odoo, qui est un logiciel ERP paramétrable assez libre. Donc, Odoo, par exemple, qui a une stratégie commerciale très ouverte sur la facture électronique, parce qu'ils ont dit que ça sera gratuit, la facture électronique. Eux, ce qu'ils veulent, c'est prendre du client. Dire la facture électronique, je te le gérerai. Donc, tout le monde a une stratégie plus ou moins différente. Ici, vous êtes à 25 € par mois. J'ai pas tous les prix. Ici, la promesse chez PennyLane, c'est qu'en réception, on est à 0 € de plus que ce que vous payez actuellement. Donc, il n'y aura pas de surplus facture électronique pour recevoir. D'accord ? Donc, toutes ces PA, chaque client, donc chaque entreprise, choisit une PA. Bonjour. Bonjour. Chaque entreprise choisit une PA. Donc, par exemple, celle-ci a choisi PennyLane. PennyLane va dire à l'annuaire, eh oh, moi, pour ce sirène, cette entreprise-là, elle a choisi PennyLane. Donc, tu m'envoies les factures. Chaque entreprise peut choisir une seule PA pour recevoir. D'accord ? Une entreprise, elle dit, eh oh, moi, j'ai choisi cette PA. C'est la PA qui va dire à l'annuaire, sur ce sirène-là, tu m'envoies les flux à moi. Et du coup,
Il y a quand même possibilité, parce que dans le slide d'avant, vous voyez qu'on pouvait avoir plusieurs PA. C'est possible, parce que si jamais, moi je suis sur Odoo pour gérer mon activité de production de pièces. Par contre, pour mes frais généraux, je reste dans Penny Lane parce que je n'ai pas besoin d'avoir ça, donc je pourrais déclarer 2 adresses. Vous avez peut-être déjà été sollicité par vos fournisseurs pour donner vos adresses de facturation électronique. Par défaut, c'est votre sirène. D'accord ? L'annuaire porte le nom de Chorus, si ça vous parle. Le portail de facturation quand on fait des factures à l'administration. D'accord ? Donc, ils se sont servis de Chorus pour gérer l'annuaire. Par contre, l'annuaire, aujourd'hui, il ne se met plus à jour parce qu'on ne sait pas. Ils nous ont promis au 1er septembre. Aujourd'hui, on va dire jusqu'à mi-mai à peu près, ils se mettaient à jour, un peu avant. On ne voit plus que ceux qui ont été désignés comme pilotes PA. Voilà, comme pilote PA. En fait, ceux qui sont rentrés dans le pilote PA. On a quand même 260 clients chez Vertical qui sont inscrits dans le pilote PA. Alors, moi, j'ai vu ce stat ce matin. C'est-à-dire que vous avez tous cliqué « Je veux bien être pilote PA ». Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais en tout cas, il y a 260 clients Vertical. Donc, on était surpris. Mais c'est très bien. C'est très bien. Du coup, chaque PA dit « Moi, sur ce sirène, c'est moi qui récupère. Ou sur cette adresse, c'est moi qui récupère. » Je ne vais pas aborder plusieurs PA parce que c'est vraiment un cas un peu à part. Et donc, du coup, on ne va pas le faire. Donc moi je suis entreprise, je dis moi je choisis telle PA, moi je choisis la PA je suis ici, je dis allez, moi je donne à Collecto, moi je veux que ça arrive sur le Crédit Agricole, parce que c'est très bien, ça me va bien, l'interface du Crédit Agricole ça me plaît bien, leur truc de facture électronique ça me va bien, le prix ça me va bien, tout me va bien. Je dis au Crédit Agricole, c'est le Collecto qui s'occupe de dire à l'annuaire, pour ce sirène, c'est moi qui récupère les factures, donc envoie-moi les factures. Donc la centralisation ici, de qui récupère avec quoi, c'est l'État qui la donne. C'est pour ça que c'est ce qui marche le moins bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne se met pas à jour. Ça se mettait à jour au mois de février, alors il n'y en avait pas beaucoup, mais là avec la masse, ils ont du mal, ils nous ont dit non, on se revoit le 1er septembre. Ok, on se reverra le 1er septembre. C'est pour ça qu'on vous dit que dans les pénalités qui sont annoncées, déjà ils n'arrivent pas à mettre à jour les sirènes, donc avant qu'ils arrivent à voir que vous recevez ou vous ne recevez pas, il va se passer encore quelques semaines. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas se stresser tout de suite. On a un peu commencé par ça, c'est un peu volontairement un petit peu provocateur, mais l'idée c'était de dire, de toute façon vous êtes en place, vous êtes client de Vertical, c'est que vous êtes en place. Donc il n'y a pas de problème, d'accord, pour la partie réception des factures. Mais voilà comment va se passer le circuit, c'est qu'on demande à l'État, on dit à l'État, moi je vais recevoir avec tel PA. Si demain, moi, je suis fâché avec Collecto, parce que, oh là là, bazar, ça n'arrive pas, j'ai pas la notification sur mon téléphone, ça marche pas comme il faut 5 jours pour changer de PA. Quand vous voulez changer de PA, vous dites, maintenant je passe au CIC. Vous allez voir le CIC dit, toc toc, j'ai une demande de telle sirène pour changer de PA. Donc il dit à l'annuaire, attention, je vais changer de PA. L'annuaire dit à Collecto, tiens, t'as celui-ci qui veut plus être chez toi. Ok, donc normalement, vous n'en entendez pas parler. Bon, ça, c'est la promesse du cahier des charges. Je ne sais pas si... voilà, on verra. Mais en tout cas, 5 jours, on nous a dit. Donc, les PA n'ont pas le droit de faire des engagements sur 24 mois, 12 mois, 6 mois. Normalement, il n'y a pas de notion d'engagement. Donc, attention à ça. C'est pas l'État a demandé à ce que ça ne soit pas une question d'engagement. Et après, la tarification, elle va vraiment dépendre du service que cette plateforme va vous proposer, en fait. L'idée, c'est que la plateforme, elle va vous proposer, je te notifie, je t'envoie un petit SMS, tu as possibilité de le faire comme ci, comme ça. Et vous, il faut choisir ce qui a l'usage le plus simple. D'accord ? Donc voilà comment ça fonctionne. Cet annuaire, c'est la seule chose qui est gérée par l'État. Tout le reste ici, ce sont des acteurs privés que vous allez payer. Il y en a 115 qui ont eu un agrément. Après... il a commencé en avril, je crois. Après 3 mois et demi de pilote, il n'y a que 17 plateformes qui ont échangé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 15% de plateformes qui sont actives, les autres ont eu un agrément sur un cahier des charges, et pour l'instant, il n'y a pas eu d'échange. Parce qu'il y a c'était pas très compliqué, parce que vu que l'État, au début, il devait faire une grosse plateforme, ça s'appelait le PPF, le portail public de facturation, ils avaient dit, nous, on fait un portail public, ça sera gratuit, et puis ceux qui veulent adosser à un autre acteur, ils pourront. Ils ne sont pas arrivés. Ils sont pas arrivés à faire le chorus plus. Donc ils ont dit, oulala, on va se contenter à faire l'annuaire, nous, et puis on va leur dire d'aller voir des PA, et puis on va dire aux PA, vous êtes obligés de communiquer entre vous.
Donc là, les PA, elles vont se parler. Là. Ça va tous parler ici. Et ça, c'est ce que vous verrez après dans les démos. Les PA, en fait, il y a un réseau de PA qui s'appelle People, d'accord, où ils se sont mis un petit peu d'accord en disant, bon, allez, il faut qu'on soit qu'on interagisse entre nous pour vous amener du service. C'est-à-dire, on va voir dans les statuts de facturation, tout ça, vous allez pouvoir faire plein de choses en ligne pour amener du service au client. D'accord ? Mais en tout cas, là, ici, on ne gère que où est-ce que je souhaite recevoir mes factures électroniques. Aujourd'hui, 94% des clients de Vertical ont suivi les préconisations de Vertical en disant « j'adhère à la plateforme, vous avez signé un mandat, j'adhère à la plateforme de Penny Lane » parce que déjà au 1er septembre, ça veut dire que vous serez dans le cadre de la réforme, vous serez OK avec la réforme, et ça veut dire également que vous avez une interface pour recevoir la première facture Bouygues Télécom EDF qui va arriver. Puisque la réforme, on ne l'a pas encore dit ça, elle est obligatoire en émission dès le 1er septembre 2026, uniquement pour les entreprises qui réalisent plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, forcément, pour être obligé de recevoir, il faut quand même qu'il y en ait quelques-uns qui émettent. D'accord ? Donc, à l'émission 1er septembre 2027, sauf pour les entreprises qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est tout de suite en 2026. Et là, on va tous être concernés, c'est-à-dire qu'on a tous un fournisseur qui fait plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a tous de l'eau, de l'électricité, de la téléphonie, de l'Internet. Donc là, on sait qu'on a ces fournisseurs-là. Et en plus, vous pouvez avoir des gros fournisseurs métiers, quand vous achetez des pièces, je sais pas, de la matière première dans des gros faiseurs, je sais pas, chez Ducreux, voilà, vous allez dedans aussi. Vous allez recevoir ces factures-là. Donc voilà l'histoire de l'annuaire et des plateformes qui gravitent autour. Je sais pas si ça peut être plus clair pour vous, ça va ? Ça marche. Maintenant, on va voir les étapes de la facture électronique. Donc, il y a l'entreprise qui va émettre sa facture via son outil de facturation directement sur sa plateforme agréée. La facture va être transmise à l'APA qui ensuite va la transmettre au portail public de facturation et ensuite va l'envoyer à la plateforme agréée du destinataire qui va recevoir la facture. Donc, durant toutes ces étapes, il va y avoir plusieurs statuts qui vont être obligatoires sur les factures. Donc, notamment le statut déposé quand vous allez mettre la facture sur votre plateforme agréée. Ensuite, il y aura la possibilité d'avoir rejeté par la plateforme si par exemple la plateforme détecte une erreur de sirène qui ne correspondrait pas au nom de l'entreprise. Ensuite, la facture peut être refusée par le destinataire parce qu'il y a une erreur, on n'est pas d'accord avec le montant. Et ensuite, il y aura le statut encaissé, c'est le statut qui permet de dire que la facture a été payée et cette donnée, elle contient la date et puis le temps de la facture. Donc, il y a deux termes un peu techniques pour la facture électronique, soit e-invoicing, soit e-reporting. Donc, e-invoicing, c'est la facture électronique. Donc, c'est pour l'émission et la transmission de factures électroniques que vous faites entre professionnels, entre entreprises munies d'un CRM. Donc, par exemple, vous recevez une facture d'un fournisseur français ou une facture de prestation française. Donc ça, vous allez les recevoir dès le 1er septembre 2026 et vous devrez les émettre à partir du 1er septembre 2026. Et pour le e-reporting, c'est la transmission à l'administration fiscale des données de paiement pour les échanges avec les particuliers ou les entreprises à l'international. Donc vous vendez des biens et des services en particulier, vous intervenez pour une entreprise étrangère. Donc pour ce qui est du e-reporting, le format de facture il reste libre et vous pouvez transmettre la facture par n'importe quel moyen, alors que pour l'e-invoicing, vous êtes obligé de faire une facture électronique. Le fameux format facture X. Sur le e-reporting, vous avez vu, c'est une donnée, en fait, c'est une transmission à l'administration fiscale d'une donnée de transaction de paiement. Par exemple, je suis un commerçant, j'ai des ventes sur un marché, par exemple, peu importe.
j'ai une donnée de chiffre d'affaires pour ce marché. Je n'ai pas le nom de chaque client à qui j'ai vendu des choux et des carottes, par exemple. Donc, je donne le montant de chiffre d'affaires que j'ai réalisé sur une période. Donc là, j'identifie pas la personne, parce que j'ai un particulier en face souvent. D'accord ? Par contre, le restaurateur qui vient, on va rester sur notre stand de marché, le restaurateur il vient, il dit « moi j'aimerais une facture ». Ah là, j'ai un professionnel en face de moi, je vends les mêmes choux et les mêmes carottes, sauf que je ne les vends pas à la même personne, et là je dois faire une facture électronique. Si j'ai quelqu'un qui a un sirène en face de moi, je dois lui faire une facture électronique. Si j'ai quelqu'un qui n'a pas de sirène en face de moi, soit c'est un client étranger, soit c'est un client particulier, soit c'est un client associatif sans but lucratif, je ne fais pas de facture et je transmets un montant de chiffre d'affaires réalisé sur une période. Donc c'est ça que ça veut dire e-invoicing. Ah, j'ai quelqu'un que je peux identifier avec un sirène. E-reporting, je ne peux pas identifier. Du coup, genre, il n'est pas dans l'annuaire. Mais ça, identifier, c'est il n'est pas dans l'annuaire. Du coup, je donne une donnée, je dis à l'État, j'ai réalisé 20 000 € du 1er au 10 du mois. Donc ça va vraiment être ça, c'est deux termes. Le e-reporting ne sera en vigueur qu'au 1er septembre 2027. D'accord ? Il n'y a personne qui a d'obligation de e-reporting en 2026. Même Bouygues Télécom, qui facture plein d'abonnements à plein de particuliers différents, qui fait plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, il doit faire des factures électroniques, donc du e-invoicing au 1er septembre 2026, pour ceux qui ont un sirène. Et par contre, pour ces particuliers, il n'y a rien à faire. On est sur une période un peu transitoire, quoi. Il va falloir un petit peu naviguer en autre. Pour les étrangers, il ne fera pas de facture électronique, puisqu'il n'est pas dans l'annuaire. Entreprise française. Donc on a un petit schéma pour expliquer un peu tout ça. Donc est-ce que vous êtes assujetti à la TVA? Si oui, vous êtes soumis à la réforme. Et après, comme l'a dit Virginie, donc hors réforme, il y a uniquement les particuliers, les entreprises étrangères et les associations à objet commercial. Donc après, vous êtes redevable de la TVA. Donc si oui ou micro-entreprise, on va regarder à qui est-ce que vous vendez. Donc si vous vendez à un assujetti à TVA établi en France, il faut regarder qu'est-ce que vous vendez. Donc si vous vendez de la prestation, c'est e-invoicing plus données de paiement. Donc la facture électronique plus transmettre à quel moment la facture a été encaissée, la date, le montant. Si vous vendez un bien, c'est simplement de l'e-invoicing, donc juste une facture électronique. Par contre, si vous vendez à quelqu'un qui n'est pas assujetti, à un particulier ou une entreprise de l'Union européenne ou à l'export, c'est pareil, on regarde à qui, qu'est-ce que vous vendez. Donc si vous vendez de la prestation, c'est du e-reporting, plus de la donnée de paiement. Et si vous vendez des biens, ça sera seulement du e-reporting. C'est le fameux fichier qui contient votre chiffre d'affaires, qui sera à transmettre 3 fois par mois, sans avoir un peu d'informations. Par décale, aujourd'hui. C'est quand même assez contraignant. Hein. Aujourd'hui, on est une TVA mensuelle, on se dit on déclare du chiffre d'affaires mensuel. Là, on est en train de nous dire du 1er au 10, du 11 au 20 et du 20 au 31. Le premier objectif, tout à l'heure sur le slide, vous l'aviez, le premier objectif de la réforme de la facturation électronique, c'est de collecter de la TVA. L'État a fait cette réforme pour mieux collecter sa TVA et en tout cas ralentir la fraude à la TVA. Pas la supprimer, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a ces données de paiement. Vous savez, pour les prestations de services, on paye sa TVA au moment où la prestation de service, elle est réglée, elle est encaissée. D'accord ? Si je n'ai pas encaissé de mon client ma prestation de service, je n'ai pas à repayer la TVA à l'État. C'est pour ça que l'État dit, ah bah, tu vas me faire la facture quand tu l'émets, et tu vas me dire aussi quand le client t'a payé. Et tout ça, c'est l'objectif TVA. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand on a donné de paiement, c'est sur prestation uniquement. Pourquoi sur bien on l'a pas? Parce que sur bien la TVA, elle est exigible à la facture. Donc ils n'ont pas besoin de la donnée de paiement. Eux, ils veulent de la TVA. Ils veulent pas forcément une info très vertueuse. Ils veulent la TVA. Donc, invoicing, je suis sur la prestation. Il leur faut la donnée de paiement pour savoir quand est-ce que vous auriez dû déclarer votre TVA. D'accord ? Et puis, sur du bien, ils se disent, c'est juste au moment de la facture, on va collecter la TVA. Quand on dit assujetti à TVA, alors, on est désolé, on a dû prendre des termes un peu techniques, comptables et juridiques, parce que assujetti à TVA, ça veut dire est-ce que j'ai une activité qui rentre dans le champ d'application de la TVA, ça veut dire est-ce que j'ai une activité commerciale. Moi, je suis plombier, je suis micro-entrepreneur parce que je fais ça 10 ans, 15 ans, 20 ans. 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 20
je fais ça à mes heures perdues, par exemple. Je facture mes clients sans TVA parce que je suis en dessous des seuils. Au demeurant, j'exerce une activité commerciale. C'est une activité qui rentre dans le champ d'application. Donc, je suis un assujetti. C'est pour ça qu'on a mis un petit micro là, non redevable, micro-entreprise et puis auto-entrepreneur. Il y a 7 millions d'entreprises qui rentrent dans le cadre de la réforme, quand il n'y a que 3 millions d'assujettis, de redevables de TVA. Donc vous voyez, il y a tout plein de petites entreprises, et toutes les petites sociétés immobilières, tout ça, qui sont quand même dans le champ d'application de la réforme. Donc ça va être un des grands enjeux, c'est qu'il va falloir faire émettre des factures électroniques à nos auto-entrepreneurs. Un autre enjeu. Excusez-moi, c'est les dates pour les auto-entrepreneurs. Pareil, les dates, septembre. oui, 1er septembre. Pour recevoir, pour émettre, 1er septembre 2027. Si vous travaillez avec des auto-entrepreneurs qui vous font des factures parce que vous les prenez pour qu'ils vous fassent des pressats et tout ça, au 1er septembre 2027, il faudra qu'ils vous fassent passer les factures au format facture électronique. En principe, ils sont assez sollicités et tout ça, et puis voilà. Ils ont besoin que les orienter chez Quels sont les impacts pour les transactions avec les particuliers? Donc, si vous avez un logiciel de facturation ou une caisse, votre caisse va normalement transmettre automatiquement vos ventes à votre plateforme agréée et donc à l'administration fiscale ensuite. Attention à bien vérifier avec votre fournisseur que votre système de caisse est ou sera mis en conformité pour le 1er septembre 2027. Par contre, si vous n'avez pas de logiciel de facturation ou pas de caisse, vous devrez saisir manuellement vos ventes sur votre plateforme agréée. Donc, tous les détails. les 10. Donc, par exemple, si je suis un restaurateur et que je facture à un particulier, si j'ai une caisse, les données sont transmises automatiquement. Sinon, je dois saisir les informations manuellement sur leur plateforme. Donc, maintenant, on va voir les petites particularités. Donc, On peut faire un exemple sur celui d'avant. Si par exemple je suis un artisan, je suis toujours plombier, mais par contre je suis plus en micro là. J'ai des factures que j'émets à des professionnels et des factures que j'émets à des particuliers. Je suis plombier, moi un coup je vais là, un coup je vais là, j'ai plusieurs choses. Du coup, ces factures-là, quand je vais... Aujourd'hui je les fais sur Excel parce que c'est vachement plus facile pour les corriger, tout ça. J'aime bien un peu. Mais sauf que maintenant, dès que je vais faire un professionnel, au 1er septembre 2027, il va falloir que je passe par le format FactureX. Par contre, quand je vais émettre un particulier, tout à l'heure, Clara, elle a dit par tout moyen comme vous voulez. On peut continuer à faire une facture sur un petit facturier papier, là, si on a envie, hein, voilà. On peut continuer à faire ça, d'accord, puisque c'est par tout moyen. On nous a pas dit, tu es obligé de faire une facture sur un logiciel. On nous a pas dit ça. On nous a dit, tu dois faire tes factures à des professionnels qui sont au format au moins FactureX ou dans un autre format, d'accord, une facture électronique. Par contre, les factures que je fais aux particuliers, on n'a pas de formalisme. Il n'y a rien qui a été dit. On nous a dit, tu donnes des données du montant de chiffre d'affaires que tu as fait entre le 1er et le 10, le 11 et le 20 et tout ça. Donc, vos secteurs d'activité, là, que vous soyez, si vous n'avez pas que du B2B, c'est-à-dire si vous n'avez pas que de la vente aux professionnels, souvent vous allez être hybride, un peu entre les deux. Mais ça, cette obligation d'émission, encore une fois, elle est au 1er septembre 27. On a un petit peu le temps de prendre cas par cas ce qui sera le plus efficace pour ça. Donc, pour les tickets de carburant et les péages, il y a deux options possibles. Donc, c'est soit vous avez un compte professionnel, donc vous possédez une carte professionnelle ou un abonnement, et il s'agit d'une opération B2B avec un professionnel. Le fournisseur vous transmettra donc une facture électronique qui transmettra directement vers votre plateforme agréée. Par contre, si vous n'avez pas de compte professionnel, que vous faites votre pain de carburant, vous empruntez l'autoroute sans avoir de compte, et donc du coup, dans ce cas, vous allez avoir un ticket de caisse classique comme jusqu'à présent. Vous devrez déposer votre ticket de caisse sur Pennylane. Il ne passera pas par la plateforme agréée. Pour les parkings, normalement, les automates vont devoir s'adapter à la nouvelle réforme, mais par contre, il n'y a pas de date définie pour l'obligation de cette adaptation. Donc, du coup, le jour où ils vont s'adapter, ils devront vous permettre de renseigner votre CRL directement
sur la borne pour que vous puissiez recevoir votre facture via votre plateforme agréée. Tant que ça ne sera pas fait, vous allez continuer d'avoir votre petit ticket que vous devrez déposer sur le mail. On voulait mettre en exergue le fait que les sociétés de péage et les sociétés de parking, elles n'avaient pas été traitées pareil. Je ne sais pas ce qu'ils leur ont fait là. Parce qu'on se voit bien au parking là, sortir, à taper son sirène sur la borne et tout ça là. Donc, on ne sait pas trop si ça va être aligné dans un sens. En tout cas, aujourd'hui, le texte il est comme ça. Mais ils n'ont pas traité, parce que nous on se dit toujours, alors, dans les tickets, il y a les notes de resto, les tickets de péage et puis les tickets de parking, c'est ça, tous les petits frais qui traînent dans les entreprises. Hein. Et là, pour le coup, ils n'ont pas fait le même traitement. Ils ont dit, les automates de parking, ils doivent s'adapter. Et pourquoi pas ceux des autoroutes quelle est la différence? On ne sait pas. Je sais pas, il y en a un qui a fait ça, là-haut, je ne sais pas ce qu'il a fait, Vinci, je sais pas qui. Pourtant c'est Vinci Auto aussi, Vinci Parking, tout ça, je sais pas. Donc, je sais pas, ouais, il y a trop de particuliers qui prennent le. On ne sait pas pourquoi il y a eu cette différence de traitement. Donc on sait qu'il y aura des ajustements, parce que c'est pas très logique. Là, soit il y a une subtilité qui nous échappe, soit il y a un manque de logique. Et enfin, le dernier, c'est les notes de restaurant. Donc il y a un peu deux cas. Donc c'est soit la note fait moins de 150 €, et donc il y a une tolérance sur l'identification des clients assujettis. Donc le restaurateur peut traiter ces transactions en tant que B2C, donc cette affaire professionnelle à un particulier, et vous récupérez votre note de restaurant comme d'habitude qui sera déposée sur une mail. Par contre, si la note elle fait plus de 150 €, ça sera obligatoire d'émettre une facture électronique pour tous les clients assujettis à la TVA, donc collecte de sirène, et vous recevrez votre facture sur une plateforme agréée. Donc, ce qui veut dire que pour les restaurateurs, dès qu'il y aura une note supérieure à 150 €, il faudra pouvoir faire une facture électronique et pas seulement un ticket de caisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais au resto, je suis à plus de 150 €, je ne dis pas au restaurateur parce que j'ai pas envie de perdre du temps à lui donner mon sirène et tout ça. Donc je vais prendre le ticket, je vais faire comme si j'étais un particulier, quelque part ça va être ça. Et ben le truc qu'on va, on va dire risquer, c'est que l'État, quand il va venir contrôler en contrôle fiscal, donc le risque, voilà, de dire ah bah tiens celle-ci, pourquoi vous ne l'avez pas reçue par voie électronique? Aujourd'hui ils n'ont pas dit on va te refuser la facture. Et demain, c'est sous-entendu ça on va te refuser la déduction de cette facture. Aujourd'hui, c'est pas écrit noir sur blanc, parce qu'on se dit, bah attends, moi je vais passer au resto, la caisse au resto à 14h, si je dis pas que je suis un pro, et puis je paye, et puis je m'en vais, et puis je mettrai le ticket dans ma compta comme avant. Ça peut être une solution un peu rapide. Sauf que ce qui va se sous-entendre, c'est que la déduction de cette facture pourrait être refusée. Alors pas aujourd'hui, pas en 2027, mais on peut penser qu'à terme, ça pourrait être refusé. Pour les restaurateurs, il y a un vrai enjeu de s'équiper d'une bonne caisse, qui arrive à jongler avec cette obligation-là. Après, le texte est resté un petit peu souple pour les moins 150 €. Et donc là, on va voir une petite vidéo sur comment on va recevoir une facture électronique sur Penileo. Ah, tu l'as vu. Ça partage. Peut-être que tu arrêtes le partage. Ouais. Peut-être en visio, il voit bien, oui. Non? Oui, c'est ça. Oui. Le partage, lui, il a laissé les là aussi. Oui, c'est ça. Avec le partage, je peux la La structure, c'est ça. La structure avec le diapo, c'est avec le diapo. Que tu partages en plus.
Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant, surtout pour ce moment visio, s'il y a d'autres questions. Réactivez les micros de la visio, qu'on a dû désactiver quand vous êtes connecté, et puis ensuite vous reconnectez. Donc n'hésitez pas à poser des questions, je pense que ça intéressera. À mon avis, si vous vous la posez, il y en a d'autres qui se la posent. Ce que je veux juste être sûr, c'est que ce que je veux, c'est pas tout de suite. Ça. C'est au 1er septembre 2027 qu'ils auront l'obligation de les émettre. Oui. Vous avez très peu de restaurants qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Okay. Parce que même les grosses chaînes, en principe, sont des franchises. Donc il y a, a priori, voilà, je pense qu'on sera là-dessus, on sera concerné vraiment au 1er septembre 27. Et d'ici là, vous allez me faire un rappel. Ah oui, un pic de rappel. Comptez sur nous. Toute cette année va être sous le signe donc on vous remercie d'être venu et on vous remercie de réagir parce que des fois on ne sait pas si vous avez eu l'info et tout ça. On va continuer les communications sous diverses formes pour que vous ayez le plus possible de canaux de communication. D'accord. Et puis tous ce qu'on appelle des cas d'usage qu'on nous a présentés les plus, on va dire les plus fréquents. D'accord. Il y a des facs, question, qui sortent de la part de l'administration fiscale assez régulièrement pour donner, tiens, dans tel cas, par exemple, on attend avec impatience les régies immobilières. Je donne mon bien dans une régie, qui est-ce qui doit émettre la facture, qui est-ce qui doit la faire, moi je ne sais pas faire, voilà. Bon.
il y a tout un tas de docs qui sortent et on va avoir beaucoup d'infos. Donc nous, on fera du focus là-dessus. Il ne faut pas hésiter à questionner vos collaborateurs qui s'occupent de votre dossier, qui ont accès à une base documentaire que nous, on alimente au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour ça. Là, pour le coup, demandez-nous, on doit pouvoir vous renseigner. Question. Si j'ai dessus, un petit peu tard, je m'excuse. Si j'ai compris, l'analyse que je me fais, c'est de toute façon aujourd'hui, l'électricien que je fais est particulier et de l'entreprise. Aujourd'hui, je ne vois pas de modification par rapport à ce qu'on fait déjà, parce qu'aujourd'hui, je vous envoie les fiscales et les documents, vous les gérez. J'ai juste à faire pour l'instant le lien avec la banque. Bon, on a bien passé aussi, mais du coup, la banque va vous envoyer automatiquement. Donc ça veut dire que ça va se faire automatique. Alors, J'aurais juste à déclarer les ZFR, ces petites choses qui actuellement ne sont pas. en fait, aujourd'hui, la seule chose qui change au 1er septembre 2026 pour vous, d'accord? Donc vous êtes une entreprise, je redis pour ceux qui sont en bio, vous êtes une entreprise, par exemple, artisan électricien, qui émet des factures à des professionnels et à des particuliers. Et du coup, vous êtes au 1er septembre 2026 juste dans l'obligation de recevoir des factures électroniques parce que vous réalisez moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, le seul truc qui va se passer, c'est que vous, ISFR, et puis EDF, et puis peut-être, je ne sais pas si vous achetez du matériel chez Richardson, moi je ne connais pas le chiffre d'affaires de Richardson, mais je pense que c'est plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils seront en électronique, c'est-à-dire qu'au lieu de vous les envoyer en papier ou par mail, ils vont les déposer directement sur votre penny lane. Et vous, il faudra aller vérifier, comme dans la petite vidéo qu'on a vue, il faudra aller vérifier si cette facture elle est correcte, si le prix que vous avez négocié avec eux, il est bien correct, et si jamais il y a un problème, il faudra aller venir la refuser sur la plateforme. Donc ça, c'est le job, c'est ça, c'est d'aller vérifier ces factures qui arrivent dans votre plateforme au 1er septembre. 1er septembre 27, on verra comment on émet. Là, aujourd'hui, votre job, c'est ce qui vient chez moi, sur ma plateforme. Est-ce que c'est être vigilant, comme a dit Clara? Est-ce que c'est pas une fraude? Est-ce que Richardson, ça peut arriver aussi. C'est-à-dire qu'on va voir que vous avez pas mal de Richardson, et puis d'un coup, il y a une petite Richardson qui va se glisser à 130 €, vous allez la payer, et puis vous allez dire, ah ouais, si, c'est bon. Non, c'était pas bon en fait, c'était Richardson, c'était pas Richardson. Moi, je commande jamais chez Richardson. Et du coup, c'est la fraude dont tu expliquais, c'est ça qu'on a peur. On a peur. Pas terrifié, mais on se dit qu'avec chaque nouvelle techno, il y a une nouvelle fraude en fait, qui arrive. C'est toujours comme ça. Donc, à chaque évolution techno, vous avez une nouvelle criminalité qui arrive. Donc, il faut qu'on soit vigilant là-dessus avec vous, il faut qu'on arrive à sécuriser nos bases de données pour que les tech, elles viennent nous dire, bah attention, là, c'est pas le même SIRAC que d'habitude, c'est bizarre, c'est pas le même que d'habitude. Celui-ci, on le connaît pas. Et si il vous dit, PediLane vous dit, ah, c'est bizarre, c'est un nouveau fournisseur, c'est un SIRAC que je connais pas. Et vous dites, bah, chez Richardson, j'ai quand même 15 factures par mois, c'est quand même dingue. Vous allez regarder un peu mieux. Alors que dans la masse, un petit montant, il pourrait passer inaperçu. Donc là, l'obligation 1er septembre, c'est de vérifier les factures que je reçois dans mon espace, qu'elles soient correctes et qu'elles étaient bien pour moi et que ce soit bien le tarif que j'ai négocié. C'est ce qu'il fait déjà, c'est quelque chose qu'il faut valider sur le Non, parce que vous n'aurez plus à les déposer. Vous n'aurez plus à les déposer. Ouais. Qui arrive, on a cette validation qu'on faisait, nous, manuellement. On le faisait, mais du coup, on arrive à l'acter ou pas. En fait, voilà, attention, par défaut, elles vont arriver, elles seront validées, parce qu'il n'y a pas de statut validé dans la facture électronique, il n'y a que des statuts de refus. D'accord ? J'ai reçu, donc il y a une facture émise, reçue. Donc ça, c'est les plateformes qui font les statuts. Et après, soit je la refuse, soit elle reste là. Ouais, si tu veux. Quand on arrive en visio. Quand on a payé la facture, nous, on n'a pas de compte faux. On a payé normal, ouais. Et on va mettre que c'est payé. Oui, alors, votre total est... assez rapidement, mais... Là, aujourd'hui, on a la possibilité de payer dans PennyLane. C'est-à-dire qu'on peut payer avec le compte pro de PennyLane. Ça, c'est une petite partie de clients qui ont choisi ça. Vous pouvez aussi émettre des fichiers CSV depuis PennyLane, c'est-à-dire des petits fichiers qui se déposent sur votre banque en ligne. Je décide de payer ça. Ou alors, je continue mes modes de paiement comme d'habitude. Je vais sur ma banque en ligne, j'ai mes RIB qui sont renseignés, je paye un tel, je paye un tel, je paye un tel. Et une fois que le flux il va passer sur le compte en banque, ça va se rapprocher, donc vous réconciliez, vous voyez, ça va envoyer la donnée. Ouais, ça va se mettre à jour. Dans la vidéo, on avait des questions, je crois. Qui est-ce qui a levé la main? Monsieur Lalande. Monsieur Lalande, on vous laisse activer votre micro pour poser la question.
Oui, bonjour à tous. À l'heure actuelle, les salariés qui avancent pour l'entreprise et qui font des notes de frais, ça veut dire que pour eux, ils vont à chaque coup devoir donner le numéro de SIRET parce qu'ils ne vont pas savoir si l'entreprise avec qui ils font un règlement va être sujettée à la facturation électronique ou non. Donc, ça veut dire que les salariés qui avancent de leurs deniers et qui font une note de frais après auprès de l'entreprise vont devoir connaître le SIRET de l'entreprise. Alors, vous avez dit le mot exactement qu'il fallait que j'allais vous poser, qui avance avec leurs deniers. C'est-à-dire qu'il y a différentes notes de frais. Je fournis une carte bleue de l'entreprise à mes salariés pour qu'ils payent leurs frais. D'accord? Là, ils ont une carte bleue de l'entreprise, il faut qu'ils demandent une facture électronique. Par contre, j'ai des salariés qui avancent et qui me donnent leur note de frais à la fin du mois. Là, on continue à faire pas de facture électronique, d'accord? Du coup, ils continuent à prendre des tickets, ils vous font leur note de frais et vous continuez à les rembourser de manière globale à la fin du mois. Si c'est eux qui avancent l'argent, ils continuent à faire comme d'habitude. Si par contre, ils ont une carte bleue de l'entreprise et qu'ils payent directement avec le compte de l'entreprise, ils sont censés demander une facture électronique. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Merci. Ah, les frais, ça va être quelque chose. Hein. Ouais. On va tâtonner un peu. Oui, voilà, c'est bon. Non, parce que les McDonald's, ils sont franchisés. Non, mais eux, c'est pas la facture électronique. Bah, en fait, le McDo, c'est. Ouais, c'est plein de. Toutes les chaînes, on voit comme ça, là. C'est. Ouais. Petit intérêt d'avoir papier d'appart. Je cherche ça. Est-ce qu'il y a un intérêt d'avoir une carte Penny Lane? Non, l'intérêt de la carte Penny Lane, c'est juste qu'il y a un peu de tech à l'intérieur. C'est je fais un paiement, 2 secondes après, j'ai une notif, prends ta photo. Donc c'est bien, je suis encore là. Quand je monte dans la bagnole, je peux prendre la photo. Il n'y a pas de latence entre j'ai ma carte Banque POF, par exemple. Il va mettre 2 jours pour remonter dans le Penny Lane pour scanner mon ticket dessus. Sauf que l'achat que j'ai fait avec cette carte, Elle est associée tout de suite à une facture. Ouais. Donc, on va demander une facture à cette carte. Ouais. Cette carte, elle est directement sur Paylate, Paylate, elle va se rendre, elle ne va pas faire le lien tout de suite, elle va pas me dire, elle est là et elle est payée. Il va pas me dire, pas plus qu'aujourd'hui. Pas plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il a une bonne reconnaissance, aujourd'hui, si vous recevez. Alors, aujourd'hui, on n'a aucun exemple de caisse qui est homologuée et qui fait ça. D'accord? Donc, on ne sait pas exactement comment ça passe. Mais aujourd'hui, si demain, vous allez au resto, vous payez avec votre carte Penny Lane ou votre carte Banque POF, je ne sais pas, n'importe quoi. Le restaurateur vous envoie la facture par voie électronique, obligatoirement Penny Lane il va vous proposer une réconciliation. Parce que là, cette fois, on ne sera plus sur une photo prise sur un coin de table et machin, on sera sur une donnée structurée, avec une date, un montant, ça sera exact. Oui, il n'y aura pas toutes les histoires de foot, de tickets, tout ça. Moi, scanner, en fait. Ah bah carrément, dans 2 ans, vous arrêtez de scanner, hein, vous scannez plus que des petits tickets et tout ça. Et vous voyez, je parle en 2 ans, quoi. Parce que le temps que tout le monde se mette au bazar, là, il reste un petit peu d'effort à faire. Il y a un vrai petit coup de rang à faire, là. Une autre question, pas d'autres questions. Si, mais la personne là. Monsieur Lalande, il y a une nouvelle question. Je vous en prie, monsieur Lalande. Pour réactiver votre... Juste une chose, nous, je ne sais pas si pour les autres, mais on n'a pas vu la vidéo de démonstration pour Penny Lane de réception d'une facture électronique. Ça n'a pas partagé l'écran? Non. Je ne sais pas le cas pour les autres, mais moi je On va faire un deuxième essai et si vous pouvez laisser votre micro ouvert pour nous dire si ça marche, s'il vous plaît. Pas de souci. Excusez-nous. Vous n'avez pas... Est-ce que c'est bien pour vous? Vous voyez le... Oui, on voit la vidéo. Voir des factures électroniques et le son seront émises par vos fournisseurs réalisant plus de 50 millions de chiffres d'affaires.
comme des entreprises de téléphonie ou de fluide par exemple. Pour ce faire, nous nous retrouvons donc sur votre plateforme Pennyline habituelle. Donc ici, rien ne change. Pour consulter vos factures fournisseurs, vous allez donc dans Achat, Factures fournisseurs. Donc ici, c'est donc l'interface où vous pouvez voir toutes vos factures fournisseurs. Vous pouvez voir la source de ces factures grâce à cette colonne ici, source. Et vous pouvez voir ici, grâce au petit badge électronique, que nous avons reçu une facture électronique. Nous allons donc la consulter. Donc ici, vous arrivez donc dans l'interface où vous pouvez consulter la facture. Donc ici, votre format PDF et le fameux format FactureX. À savoir que le format FactureX, c'est le combo entre le format XML et le format PDF. Une fois que vous avez vérifié toutes les informations de la facture et que ces dernières sont exactes, vous pouvez donc payer la facture, que ce soit avec vos moyens habituels ou avec votre compte pro Pennyline si vous en avez un. Si jamais il y a quelconque erreur sur la facture, vous pouvez la contester. Pennyline vous guidera ensuite durant toute la contestation. Vous pouvez refuser définitivement la facture, ça indiquera au fournisseur qu'il doit faire un avoir, ou alors signaler une erreur dans la facture, et ici le fournisseur devra faire un avoir partiel si votre refus est justifié. Donc admettons qu'il y a une erreur sur notre facture, on continue. Ici on qualifie encore cette erreur, donc vous voyez soit une erreur sur les informations générales, sur le destinataire, ou produits et services facturés. Admettons qu'il y a un problème sur la TVA. Et ici, vous choisissez l'erreur qui convient à la situation. Une fois avoir qualifié l'erreur, vous devez donc la soumettre. Et une fois l'erreur soumise, la facture change de statut et elle passe désormais, hop, vous voyez le statut en litige. Donc le fournisseur il sera averti et notifié du litige de manière traçable, comme l'exige la réforme. Et il vous faudra donc gérer les statuts de facture dans Pennyline. Les factures à payer, les factures déjà payées et les factures en litige. Nous venons donc de recevoir, payer ou alors contester. Vous avez tous bien entendu. C'est clair. Vous avez une question ? Oui. Oui. Ah, c'est juste pour dire que D'accord. vous avez entendu. Concernant les associations, toutefois que la là, tu vas faire Voilà. Est-ce que tu peux ouvrir la fiche association qui est dans le Les associations, il y a 3 cas. Et on va se... il y a 3 cas de figure. D'accord. Sur les associations qui sont purement à but non lucratif, on va avoir les associations sportives du coin, tous ces. De travail. C'est une question, ça n'empêche pas. Alors, on va partager juste la petite fiche sur les associations. Si vous avez des clients qui sont des associations, comment vous pouvez réagir. Donc, vous, déjà, à l'émission, vous n'êtes pas contraint à l'émission encore au 1er septembre 2026, mais du coup, au 1er septembre 2027, comment il faudra faire. Donc, les associations qui sont sans objet, sans but lucratif du tout, c'est-à-dire toutes les associations sont sans but lucratif et qui n'ont pas du tout d'activité commerce. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas concurrencer le secteur privé. Vous avez des associations comme, je sais pas, la personne, tout ça, qui concurrence le secteur privé. Il y en a qui peuvent concurrencer une société, voilà. Donc, si on est c'est grave, on va bien le truc, c'est qu'il y a une clé de fort de doc qui sort, et en fait, on prend. Alors, on revient, parce que j'ai une autre fiche qui est beaucoup plus claire,
c'est des infos qui l'ont fait. Si tu regardes en fiche pratique, peut-être, ou par nature structure, c'est très comme ça. Ça, c'est le... Vous trouvez beaucoup de choses sur le site des impôts, pas mal. Donc, fiscalement, 3 types d'associations. Les associations à but non lucratif non assujetties à la TVA, les associations à but non lucratif avec des activités lucratives accessoires. Ils sont allés jusqu'à dire l'asso qui vend des tenues. Vous savez, vous pouvez acheter le suite du club ou je sais pas quoi. Ça pourrait être vraiment. Je suis pas. Voilà, j'ai bien envie de mettre là-haut. Et les associations à but lucratif et assujetties à la TVA ou à but lucratif et assujetties. Ou à but lucratif aussi. Vous pouvez avoir des associations qui ont un secteur lucratif. D'accord, il n'y a pas que des associations à but non lucratif. Vous pouvez avoir une activité commerciale. Donc, ici, on n'est pas concerné par la réforme. C'est-à-dire, je suis une association, prenez toutes les assos, clubs, tout le village, on va dire, qui n'ont pas une activité commerciale. D'accord, ils ont une activité de délivrer un service pour la population, pas d'activité commerciale. Après, je suis dans une association qui gère du service à la personne. Là, c'est différent. D'accord, on a une activité qui est commerciale. Donc, si on descend un petit peu, donc les associations à but lucratif, donc celles qui ont une activité lucrative accessoire. Alors, vous allez me dire, il faut savoir qui est qui. Vous allez leur demander si ils ont une activité lucrative, ils vont vous dire non à chaque fois. Elles ne sont pas assujetties à la réforme, il n'y a pas d'obligation de facture électronique de transmission, elle n'a pas non plus l'obligation de recevoir des factures électroniques. Donc les deux premiers cas, je n'ai pas une activité commerciale, on va dire commerciale qui fait concurrence avec, qui pourrait être gérée par une société privée, je ne fais pas de facture électronique. D'accord, je les gère comme un particulier. Données de paiement, donc je ne fais pas de facture électronique. Par contre, les associations à but non lucratif avec des activités lucratives à titre principal, donc typiquement l'association d'aide à la personne, je n'ai pas trop d'autres exemples, aussi les associations qui, alors même pour l'accueil des jeunes enfants, vous voyez, par exemple les associations de centres de loisirs, des choses comme ça, des crèches qui peuvent être sous format associatif, on serait, parce que vous avez les réseaux de crèches qui sont privés. Donc là, on est assujetti à TVA, c'est-à-dire qu'on a une activité lucrative, même si on est en dessous des seuils, même si en tout cas on est dans une activité qui est commerciale, on est concerné par la réforme de la facture électronique. Donc là, c'est un peu hybride pour les assos. Moi, ce que je dis, c'est que vous regardez la nature de l'asso, c'est un club sportif, c'est une chorale, je sais pas quoi, quand c'est quelque chose du tissu, on va dire, social français. Voilà, s'il réalise une activité qui pourrait être réalisée par une société, il faut quand même demander le sirène. Aujourd'hui, les associations, elles ont un sirène. Et après, qui peut le plus que le moins, on ne vous reprochera pas d'émettre des factures électroniques que vous n'auriez pas dû. Voilà pour les assos. Excusez-moi. Oui. Pour les associations qui font des spectacles, Ouais. c'est typiquement Pour lucratif, hein. Si aujourd'hui, c'est pas le spectacle de danse de l'école de danse du coin là, si aujourd'hui c'est une association qui organise des concerts ou je ne sais quoi, ça pourrait être organisé par une société de production privée. Donc c'est du commerce. Ouais, en réception et en émission. C'est-à-dire si vous leur faites des factures, vous devez forcément émettre une facture électronique. Normalement, ils ont un sirène. Toutes les assos ont un sirène maintenant. Il n'y a pas de facture qui peut. La facture, une facture. 3 livraisons, non? Alors, je fais des factures, les effets domiciliés, par exemple. Là, c'est un document de la banque qui vous dit je suis en train de vous prélever 3. Voilà. Oui, mais par contre, on a bien 3 factures différentes de chaque fournisseur. Du coup, la question, c'est ces 3 factures qui vont arriver, vont être éclatées, on va faire 3 factures on n'a toujours plus avec ces 3 factures. Pennyline, il va toujours faire le reflet de votre relevé de banque. Lui, il ne va pas pouvoir différencier ça. Par contre, vous avez bien déjà 3 factures différentes des 3 fournisseurs différents. Ce qui est facture électronique, c'est vraiment ça. Et par contre, au moment où vous allez dire « Ah, ça a bien payé ça, ça et ça »,
Là, ça va tout bien matcher et ça va donner l'info de paiement comme il faut. Ça va rester comme ça, ce qui n'est pas très pratique. Parce que ça regroupe tout ça, mais... Oui, voilà, ouais, ça serait mieux. Pour nous aussi. Est-ce qu'on a épuisé les questions? Est-ce qu'à terme, les commerçants qui ne sont pas équipés de caisse auront vraiment l'obligation d'avoir une caisse homologuée, informatique et tout ça? Alors, aujourd'hui, je suis commerçant. J'ai l'obligation, si j'ai une caisse et que je délivre un ticket informatique à mes clients, j'ai l'obligation à ce que cette caisse elle soit homologuée par l'État. D'accord? C'est-à-dire qu'en cas de contrôle fiscal, l'État peut venir avec une clé USB, retirer la donnée de la caisse et comparer qu'il a la même chose dans la compta. Ok? Si demain, par contre, celui qui n'a pas de caisse, il peut continuer avec sa boîte à chaussures, la loi, elle est comme ça. Je ne donne pas de ticket informatisé et si on me demande une facture, j'écris sur un petit bout de papier, je donne un coup de tampon, j'ai le droit de faire comme ça. D'accord? Si je ne donne pas de ticket informatisé. Demain, je continue avec ma caisse, ma boîte à chaussures, d'accord? Je continue à faire des petites factures, c'est autorisé. L'obligation, c'est de déclarer son chiffre d'affaires par décal. Et là, il vous donnera un petit outil pour le faire. Vous devrez venir saisir. J'ai réalisé 12 250 € sur du premier outil, j'ai réalisé tant ou tant ou tant. Mais ça sera juste manuel, et comme tout est manuel aujourd'hui dans la caisse. Mais il n'y a pas d'obligation de mettre en place une caisse. L'obligation, c'est si j'ai une caisse, elle doit être homologuée. Mais si j'ai pas de caisse, je n'ai pas d'obligation. La facture Excel, hein, c'est ça qui peut vous poser la question, c'est est-ce que je pourrais continuer à faire mes factures sur Excel? La loi, elle ne dit pas non, hein, mais elle dit juste comment tu vas faire pour un coup faire une facture électronique à ton client professionnel. Quand tu as un client particulier, comment tu fais pour faire suivre tes chronos de facture et faire sur deux outils différents? En fait, c'est une question pratique après. Donc les factures Excel, oui, elles pouvaient disparaître. Elles ont un temps qui leur est compté. Je suis là, qui a levé la main, je crois. Je vous en prie. Oui. Est-ce qu'il sera possible de recevoir par mail le PDF de présentation? Avec plaisir. À tous ceux qui ont eu l'invitation, vous aurez le PDF de présentation. Merci bien. Est-ce qu'on a épuisé toutes les questions? Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Merci pour toutes ces questions. Très enrichissant. Et puis on vous souhaite un bel été. Et puis on vous dit au 1er septembre pour les premières factures électroniques. Merci beaucoup. Au revoir.